Par un samedi après-midi typique, alors que l'odeur du roast-beef imprégnait encore la maison, je me suis retrouvé assis sur le canapé, faisant semblant de m'intéresser à un match de baseball à la télévision. Ma femme, Jane, était dans la cuisine, occupée à ranger la vaisselle. De temps en temps, mon regard s'éloignait de l'écran pour l'observer. Jane a toujours été une femme séduisante, pas du genre à arrêter la circulation, mais dotée d'un charme subtil et d'un corps qui attire l'attention. Ces derniers mois, cependant, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans son comportement. Ces changements isolés semblaient insignifiants, mais ensemble, ils formaient un schéma inquiétant. Jane a commencé à s'habiller différemment, choisissant des vêtements moins décontractés et plus sophistiqués, comme si elle était toujours prête pour un rendez-vous important. Ses heures de travail se sont inexplicablement allongées. Elle, qui avait toujours été ponctuelle, rentrait maintenant chez elle beaucoup plus tard que d'habitude et toujours avec une nouvelle excuse. À la maison, son comportement était également différent. Lors de nos soirées télévisées, elle semblait distraite. Je faisais des commentaires sur le film ou l'émission que nous regardions et ses réponses étaient vagues, comme si elle avait l'esprit ailleurs. Ses yeux, bien que fixés sur l'écran, ne percevaient pas ce qui se passait. Ils étaient vitreux, perdus dans des pensées lointaines. Le soir, dans notre lit, même si notre vie sexuelle restait active, elle a commencé à se retourner pendant des heures avant de s'endormir. C'était nouveau. Auparavant, après nos ébats, elle s'endormait rapidement, d'un sommeil paisible et satisfait. Le plus inquiétant, c'est la façon dont elle a commencé à traiter nos filles, Nancy et Stacy. Jane avait toujours été une mère dévouée, mais maintenant elle semblait négliger les tentatives des filles pour attirer son attention. Elles venaient avec leurs dessins et leurs histoires, et elle levait à peine les yeux de son téléphone ou de son ordinateur portable. J'ai été particulièrement peiné de voir nos filles désorientées et attristées par l'indifférence soudaine de leur mère. Ces signes m'ont conduit à un malaise croissant. Quelque chose n'allait pas, très mal. Jane était en train de se transformer en une personne que je ne reconnaissais pas, et cette pensée a commencé à me consumer. Au fond de moi, je craignais que ces signes n'indiquent quelque chose de plus grave qu'un simple stress au travail. Peut-être avait-elle trouvé quelqu'un d'autre. Cette pensée me hantait jour et nuit, rongeant les fondations de notre mariage que, jusque-là, j'avais considéré comme solide et sûr. C'était une pensée que j'essayais de repousser, mais qui s'imposait inexorablement à chaque petit changement que j'observais chez Jane. Alors que Jane nettoyait la cuisine ce soir-là, un plan commença à se dessiner dans mon esprit. Le soupçon s'était profondément enraciné et je savais que je ne pouvais pas l'ignorer plus longtemps. La première étape était quelque chose de simple, presque innocent, mais chargé d'intentions cachées. J'ai décidé d'installer un logiciel de surveillance sur mon ordinateur personnel en me disant que c'était juste pour être sûr. Je me suis dit que si je ne trouvais rien, j'aurais au moins la conscience tranquille. Le logiciel était discret, invisible pour l'utilisateur moyen, et a commencé à enregistrer chaque frappe, chaque site web visité et chaque conversation sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Je l'ai installé tard dans la nuit, pendant que Jane dormait, ressentant un mélange de culpabilité et de besoin, comme un détective privé fouillant dans les ombres de la vie d'un être cher. Les premiers jours, rien d'extraordinaire n'est apparu. Des courriels sur le travail, des conversations avec des amis sur des recettes et des projets de dîner. Et puis, un jeudi pluvieux, alors que le gris du ciel semblait refléter l'agitation de mon cœur, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Il s'agissait d'une conversation sur un chat de cuisine, l'un des nombreux forums que Jane fréquentait. Cependant, entre les conseils sur la façon de faire le parfait gâteau au fromage et le meilleur assaisonnement pour le poulet, il y avait quelque chose d'autre. Une conversation avec un utilisateur du nom de ChefDan45. La conversation a commencé de manière assez innocente, mais elle a rapidement évolué vers un flirt subtil, puis vers des échanges qu'aucun mari ne voudrait lire. Ils parlaient de leur rencontre dans un café local, du plaisir qu'ils avaient eu ensemble, de l'attente de leur prochain rendez-vous. Chaque mot était un poignard dans mon cœur, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. J'avais besoin de plus de preuves, de quelque chose de concret. J'ai noté les jours et les heures des rencontres mentionnées,
le ton des conversations, les promesses voilées échangées sous couvert de discussions sur la nourriture. Fort de ces informations, j'ai décidé de suivre Jane. C'est un samedi matin qu'elle m'a dit qu'elle allait au marché. Je savais, d'après les messages, qu'elle était tombée sur Chef Dan 45. Je l'ai laissé ouvrir la voie et je l'ai suivi discrètement, mon cœur battant un rythme effréné de peur et d'anticipation. Elle était là, dans le café au coin de la rue qu'elle avait mentionné dans la conversation, assise à une table avec un homme au sourire facile et au regard confiant. Je la regardais de loin, avec un mélange de colère et de désolation, tandis qu'il riait et discutait avec une intimité que nous n'avions pas vue depuis des mois. C'est à ce moment-là que la réalité de la situation m'a frappé. Il ne s'agissait pas d'un simple flirt en ligne, c'était réel, tangible. Jane avait une liaison. Mon enquête discrète avait porté des fruits amers mais nécessaires. Je devais maintenant décider quoi faire de cette information dévastatrice. À chaque seconde passée à les observer, je savais que notre vie commune ne serait plus jamais la même. Un soir comme les autres, alors que la maison était plongée dans un profond silence et que seule la faible lueur du moniteur éclairait le bureau, je me suis assis pour examiner les journaux du logiciel de surveillance. Mon cœur battait la chamade avec un mélange d'anxiété et d'effroi, déjà à moitié préparé à ce que je pourrais trouver, mais espérant toujours me tromper. Les premières entrées étaient banales, comme prévu. Courriel professionnel, commande en ligne, discussion sur des recettes. Mais au fur et à mesure que je faisais défiler l'écran, les messages ont commencé à changer de ton. Un nom se détachait, Chef Dan 45, et le contenu des messages entre lui et Jane passait rapidement d'une conversation banale à quelque chose de plus intime et personnel. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Il était choquant de voir les mots de flirt flagrants et les projets qu'il faisait. « J'ai hâte de te revoir », a écrit Jane. « La dernière fois, c'était génial, tu me fais sentir si vivante. » La réponse de Dan ne laisse aucun doute sur la nature de leur relation. « Tu es incroyable, Jane. Je compte les minutes jusqu'à notre prochain rendez-vous. J'ai pensé à toi toute la journée. » Lire ces mots a été comme un coup de poing dans le ventre. Les larmes me piquaient les yeux, mais je ne pouvais pas encore pleurer. La colère et le choc me rendaient rigide, la main crispée sur la souris. J'ai continué à lire, poussé par une force que j'ignorais posséder, saisissant chaque détail, chaque mot d'affection qu'elle lui offrait, chaque rendez-vous secret qu'il planifiait. Ils se voyaient depuis des mois, alternant cafés de quartier et promenades dans des parcs éloignés, des endroits où ils avaient peu de chances de rencontrer quelqu'un qu'ils connaissaient. À chaque clic, une partie du monde que je connaissais s'écroulait. La femme avec laquelle je partageais ma vie, la mère de mes filles, était devenue une étrangère sous mes yeux. Les messages dépeignaient une Jane que je ne reconnaissais pas, une femme qui parlait de désirs et de rêves qu'elle n'avait jamais partagés avec moi. Je suis resté là, immobile, jusqu'à ce que les premières lueurs du matin teintent le ciel de gris. La maison était toujours silencieuse et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. La vérité sur l'infidélité de Jane n'était plus l'ombre d'un doute, c'était une certitude douloureuse qui exigeait maintenant une décision. Ma vie, notre vie ensemble, avait irrévocablement changé cette nuit-là, le tout capturé par les lignes froides d'un texte sur un écran d'ordinateur. Ce matin-là, alors que le soleil peinait encore à s'imposer entre les lourds nuages, l'air de la cuisine était chargé de plus que l'arôme d'un café fraîchement préparé. Jane était à table, feuilletant un magazine, apparemment inconsciente de l'agitation qui régnait en moi. Je savais qu'il était temps, que le silence avant la tempête n'était que le prélude à une conversation qui allait tout changer. Avec la voix la plus ferme que je pouvais rassembler, j'ai appelé son nom, Jane. Elle a levé les yeux, un regard d'attente mêlé d'un soupçon d'inquiétude dansant dans ses iris. « On peut parler ?» Mes mots étaient doux, mais lourds de sens. Elle a acquiescé, mettant le magazine de côté, son expression devenant prudente. J'ai pris une chaise et me suis assis face à elle, nos yeux se verrouillant dans un duel silencieux d'émotions inexprimées. « Jane, commençai-je en essayant de rester calme, je sais pour Dan. » Le nom est sorti chargé de douleur et de trahison,
et j'ai vu comment elle a tremblé en l'entendant. Pendant un moment, elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec une complexité de sentiments qui se reflétait sur son visage. Comment as to? Sa voix s'est affaiblie et elle a dégluti sèchement, son visage se vidant de ses couleurs. J'ai vu les messages, continuai-je, ma voix tremblant malgré mes efforts pour la contrôler. Pourquoi, Jane? Pourquoi lui? Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle baissa les yeux, luttant contre les mots, contre la vérité qu'elle avait cachée. Quand elle parla enfin, sa voix était un murmure presque inaudible. J'étais seule, dit-elle, et il était là. Ça n'a pas commencé comme quelque chose de sérieux, mais... Elle marqua une pause, cherchant sa force. Je me suis sentie vivante, comprise. Ce n'est pas juste pour vous, je sais. Entendre cela, c'est comme confirmer un terrible diagnostic. Et nos filles? Et nous? Ma voix a pris de l'ampleur, mélange de colère et de désespoir. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle répondu, les larmes commençant à perler dans ses yeux. Je t'aime et ça n'a jamais changé. C'est juste quelque chose qui est arrivé. J'ai perdu le contrôle et avant même de m'en rendre compte, j'étais allé trop loin. Est-ce que ça le justifie? Demandai-je, la froideur de ma voix me surprenant. Non, dit-elle rapidement, ça ne l'est pas. Rien ne le justifie. Je suis responsable. Et je suis désolé, plus que je ne peux le dire. La conversation s'est poursuivie, chaque mot, chaque aveu, mettant à jour des couches de douleur et de trahison, mais aussi de regret et d'une certaine manière, d'amour. Nous avons parlé de tout, depuis le début de son éloignement jusqu'au moment d'intimité volée avec un autre homme. Jane a tout avoué, chaque détail douloureux, la voix empreinte d'émotion. Au fur et à mesure que la journée avançait et que la conversation s'éternisait, une décision a commencé à prendre forme dans mon esprit, modelée par la douleur mais aussi par une clarté surprenante. Nous savions que le chemin à parcourir serait ardu, incertain. Mais pour la première fois depuis de nombreux mois, il y avait aussi une lueur de compréhension, peut-être même de pardon. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait, mais cette confrontation, cette confession, avait irrévocablement changé le cours de notre relation. Dans la pénombre de mon bureau, la lumière de l'écran de l'ordinateur était le seul éclairage, reflétant une lueur bleuâtre qui projetait de longues ombres sur les murs. Assis là, plongé dans de sombres pensées, je planifiais chaque étape avec une précision méticuleuse. La découverte de la trahison de Jane avait laissé une blessure profonde, et la douleur se transformait lentement en un désir brûlant de vengeance. Tout d'abord, j'ai décidé que Dan, l'amant de Jane, ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Grâce à mes compétences en programmation, j'ai commencé à rassembler des informations sur lui, en passant discrètement au crible les réseaux sociaux et les bases de données publiques. J'ai découvert son lieu de travail, ses habitudes, ses cercles sociaux. Avec ces informations en main, j'ai élaboré un plan pour le discréditer professionnellement. Sous couvert d'anonymat, j'ai envoyé des courriels à ses collègues et à ses supérieurs, détaillant un prétendu comportement contraire à l'éthique qui mettait en péril la réputation de l'entreprise. Chaque courriel était soigneusement formulé pour semer le doute et la suspicion, en évitant toute trace qui pourrait remonter jusqu'à moi. Pour Jane, la stratégie était encore plus personnelle et douloureuse. Je savais que la véritable punition pour elle serait la perte de ce qu'elle chérissait le plus, notre famille. J'ai programmé une série de réunions avec des avocats, explorant les possibilités d'obtenir la garde exclusive de nos filles. Chaque rendez-vous était un pas en avant dans mon plan pour l'éloigner des enfants, convaincu que cela la blesserait profondément, aussi profondément que sa trahison m'avait blessé. En outre, j'ai préparé un exposé méticuleux de ces mensonges à l'intention de nos familles et de nos amis les plus proches. J'ai composé des courriels détaillés, remplis de preuves de la trahison, prêts à être envoyés au moment opportun. Chaque message était programmé pour avoir un impact maximal, afin que Jane soit confrontée non seulement aux conséquences juridiques de ses actes, mais aussi à l'isolement social. Au fil des jours, j'ai peaufiné chaque détail des plans, poussé par un mélange de colère et d'étrange satisfaction calculatrice. Chaque nuit,
Je revoyais les plans, les perfectionnais, les rendais infaillibles. Dans le silence des premières heures, une pensée persistait, alimentant ma détermination. La vengeance serait méticuleuse et froide, à l'image de la trahison qui avait déchiré notre mariage. Cependant, au fond de moi, une petite voix se demandait si cette voie de la vengeance apporterait vraiment le soulagement et la rédemption que je recherchais, ou si elle ne ferait que perpétuer le cycle de la douleur et du ressentiment. Alors que la bataille entre le désir de vengeance et la recherche de la paix intérieure se poursuivait, les plans restaient prêts, une décision attendant d'être prise, tandis que je réfléchissais au véritable prix de la vengeance. Les rouages de la justice ont commencé à tourner à un rythme sombre et inexorable au moment où j'ai décidé d'officialiser le divorce. La paperasse était une mer de termes et de clauses juridiques qui promettaient de dissoudre non seulement notre mariage, mais aussi la vie que nous avions construite ensemble. Alors que je signais chaque document, une partie de moi se tordait de tristesse face à la finalité de ces actes. La première étape a été une consultation méticuleuse avec mon avocat, au cours de laquelle nous avons défini la stratégie de la bataille pour la garde de nos filles. Avec les preuves de l'infidélité de Jane et les détails de sa récente négligence maternelle, nous avons fait valoir que l'environnement que j'offrais était plus stable et bénéfique pour le bien-être émotionnel et physique des enfants. La loi semblait froide et impersonnelle, mais chaque mot dans les documents était chargé d'émotions et d'années de vie commune. Jane a été informée de la procédure de divorce par un mardi matin gris. La surprise et l'angoisse qui se lisaient sur son visage étaient presque palpables lorsque les documents lui ont été remis dans ses mains tremblantes. La bataille juridique qui a suivi a été intense et douloureuse pour toutes les personnes impliquées. Les audiences relatives à la garde des enfants ont été marquées par des témoignages émouvants et des accusations mutuelles, chacun essayant de dépeindre l'autre comme étant moins apte à obtenir la garde complète. Parallèlement aux problèmes familiaux, les conséquences pour Jane sur son lieu de travail ont commencé à se manifester. Les graines du doute que j'avais discrètement semées sur son comportement ont commencé à germer. Des enquêtes internes ont été lancées pour évaluer son comportement et ont abouti à une réunion tendue avec les ressources humaines. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes de faute professionnelle, le nuage de scandales personnels a affecté sa réputation et son statut dans l'entreprise. Elle s'est retrouvée marginalisée, ses responsabilités ont été réduites, ce qui montre clairement que sa vie personnelle a commencé à s'infiltrer dans sa vie professionnelle et à l'éroder. Au fur et à mesure que le divorce avançait, il est apparu clairement que la procédure concernait moins la séparation légale de deux personnes que la dissolution d'une famille entière. L'impact s'est étendu au-delà de nous, jusqu'à nos filles, qui ont dû faire face à la réalité d'un foyer divisé et à l'incertitude de savoir avec qui elles allaient vivre. Le tribunal a finalement accordé la garde partagée, reconnaissant ainsi que malgré les faiblesses de Jane en tant que partenaire, elle restait une mère aimante. Ce développement juridique n'a pas seulement redéfini nos vies, il nous a aussi appris les complexités et les profondes cicatrices émotionnelles que de telles batailles juridiques peuvent laisser sur toutes les personnes impliquées. En sortant du palais de justice le dernier jour, avec la décision finale en main, je me suis senti à la fois victorieuse et vaincue, un paradoxe émotionnel qui reflétait la douceur amère de l'ensemble du processus juridique. Les murs de notre maison, autrefois remplis de rires et de la chaleur d'une famille soudée, résonnaient désormais d'un silence pesant, parfois interrompu par des chuchotements et des sanglots étouffés. L'impact de la trahison de Jane et de la dissolution de notre mariage qui s'en est suivi s'est étendu bien au-delà de notre cercle intime, touchant profondément nos deux filles, Nancy et Stacy. Nancy, l'aînée âgée de 5 ans, essayait en vain de comprendre pourquoi sa mère semblait souvent distante et pourquoi son père, autrefois toujours souriant, fronçait maintenant les sourcils avec des inquiétudes qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Stacy, un peu plus jeune, ressentait la tension plus directement, réagissant à chaque changement de ton dans sa voix et à chaque au revoir un peu plus long à la sortie de l'école. J'ai regardé, le cœur brisé, Nancy commencer à dessiner des familles dans ses cahiers, avec toujours une figure sensiblement séparée des autres. « C'est maman », disait-elle, la voix tremblante, elle est un peu perdue, mais elle retrouvera son chemin. Stacy, quant à elle, s'est attachée à ses jouets, en particulier à un petit ours en peluche qu'elle s'obstinait à emmener partout, substitut de la sécurité qu'elle ressentait auparavant. Les nuits sont les plus difficiles. Les histoires du soir, autrefois synonymes de rire et de rêves chuchotés,
sont désormais ponctuées de questions difficiles. Papa, pourquoi maman pleure-t-elle parfois lorsqu'elle pense que nous ne la regardons pas? L'innocence de ces questions était plus profonde que n'importe quel affrontement ou argument juridique auquel j'avais été confronté. Il était clair que le traumatisme façonnait leur petite vie d'une manière que j'avais du mal à contrôler. L'école a signalé que Nancy semblait plus renfermée, hésitant à participer à des activités qui l'avaient auparavant enthousiasmée. Stacy a développé une anxiété de séparation aiguë, pleurant inconsolablement chaque fois que Jane quittait la maison, même si ce n'était que pour quelques heures. Les tentatives pour maintenir une routine normale étaient un défi permanent. J'ai essayé de faire participer les filles à des activités ludiques, de les emmener au parc, de distraire leurs jeunes esprits vulnérables en leur promettant de nouveaux souvenirs heureux. Mais chaque activité, chaque jeu et chaque rire étaient désormais recouverts d'une tristesse subliminale, un rappel constant de ce que nous avions perdu. Jane et moi, dans nos moments les plus lucides et moins accaparés par notre propre douleur, avons réalisé à quel point nos choix et nos échecs affectaient nos filles. Nous nous sommes efforcés de présenter un front uni les fois où nous étions ensemble devant elles, essayant désespérément de protéger le peu d'innocence qui leur restait. La douleur et le traumatisme causés par la trahison avaient irrévocablement transformé la tapisserie de notre famille, chaque fil de confiance et de bonheur ayant été déchiré par la réalité des circonstances qui nous entouraient. Il s'agissait maintenant d'essayer de raccommoder ces fils du mieux que nous pouvions, non pas pour restaurer ce qui avait été, mais pour créer quelque chose de nouveau et peut-être, d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de guérir chacun d'entre nous. Au fil des mois qui ont suivi le divorce, les blessures laissées par la trahison et la bataille juridique ont lentement commencé à se cicatriser. La vie, comme toujours, insistait pour aller de l'avant, et j'ai commencé, d'abord à contre-séhure, à avancer avec elle. La maison que nous partagions autrefois était désormais calme, réorganisée pour refléter une nouvelle phase de la vie. Une phase juste pour moi et les filles pendant les jours où elles étaient avec moi. Au milieu de ce rétablissement, j'ai découvert que le temps passé seul n'offrait pas seulement une opportunité de réflexion, mais aussi une chance de redécouvrir mes propres passions et centres d'intérêt qui avaient été négligés. J'ai commencé à renouer avec d'anciens passe-temps comme la photographie, qui m'avaient toujours procuré un sentiment de paix et un moyen d'exprimer des sentiments que les mots ne pouvaient pas exprimer. Les promenades en plein air sont devenues une routine régulière, chaque étape étant un pas vers la guérison émotionnelle. C'est au cours d'une de ces promenades que j'ai rencontré Maria. Elle photographiait le paysage du parc local, capturant la lumière du soir qui jouait sur les feuilles. Une discussion informelle sur les techniques de photographie a débouché sur un café, puis sur des rencontres régulières. Maria avait une sérénité et une joie de vivre contagieuse. Elle avait subi ses propres pertes, elle était veuve depuis peu, et comprenait la douleur, mais aussi l'importance de regarder vers l'avenir. Avec Maria, j'ai réappris ce que signifiait rire sans réserve et partager des moments sans le poids du passé. Elle adorait les filles et elles se sont rapidement attachées à elle. Maria avait une façon douce de les approcher, ne cherchant jamais à remplacer sa mère, mais se proposant comme une autre figure adulte de soutien et d'affection. L'entrée de Maria dans ma vie et celle de mes filles a été une étape prudente, pleine de conversations ouvertes sur les sentiments et les attentes. Ensemble, nous avons créé une nouvelle dynamique familiale, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Elle m'a aidé à comprendre que l'amour pouvait être simple et joyeux, sans les jeux et la douleur du passé. Nos week-ends ont commencé à inclure des excursions en famille, à explorer de nouveaux endroits, à essayer de nouveaux plats et à créer des souvenirs qui n'appartenaient qu'à nous. Ces expériences partagées ont lentement tissé un nouveau tissu sain dans nos vies, une tapisserie de rire, de soutien et surtout d'espoir. Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Il y a eu des jours de recul où le poids de la trahison et du divorce semblait écrasant. Mais Maria était là, une présence constante qui me rappelait que chaque jour apportait une nouvelle opportunité de grandir et d'aimer. Au fil du temps, la douleur qui définissait ma vie est devenue un lointain souvenir, un chapitre clos qui a cédé la place à de nouveaux départs. Avec Maria, les filles et moi ne nous sommes pas contentés de survivre. Nous avons commencé à prospérer, trouvant ensemble un chemin vers l'avant rempli de nouvelles possibilités et de la promesse de jours meilleurs. Après la séparation,
la vie de Jane a commencé à suivre un chemin de plus en plus difficile et solitaire. La révélation de sa liaison et ses conséquences juridiques et sociales ont laissé de profondes cicatrices. Autrefois perçue comme une femme charismatique et efficace dans son travail, elle devait désormais faire face à l'opprobre et à l'isolement qui accompagnaient le scandale. Au travail, où elle était auparavant une figure respectée et active, Jane a commencé à sentir le poids du jugement de ses collègues. Ses performances s'en ressentent. Elle est souvent distraite, perdue dans des pensées qui n'ont manifestement rien à voir avec les tâches à accomplir. En conséquence, ses responsabilités ont été réduites, et avec elles, son salaire a également été diminué. Elle a dû abandonner le confort de l'appartement qu'elle avait loué après la séparation pour déménager dans un endroit plus modeste. La vie sociale de Jane, qui était autrefois florissante, avec de nombreux amis et des réunions sociales, semble désormais presque inexistante. Ses anciens amis prennent leur distance, ne pouvant ou ne voulant pas fréquenter une personne impliquée dans une telle controverse. Jane se retrouvait souvent seule, ses seules interactions sociales étant les réunions nécessaires et souvent froides au travail. Les visites à ses filles, qui auraient dû être des moments de joie et de retrouvailles, se sont souvent soldées par des larmes et de la frustration. Nancy et Stacy, bien qu'elles aiment toujours leur mère, sont troublées et blessées par la nouvelle dynamique familiale. Elles ne comprenaient pas vraiment les raisons de la séparation, elles en ressentaient seulement les répercussions. Les filles, habituées à la routine et à l'amour constant qui dominait auparavant leur foyer, devaient maintenant s'adapter à des réunions programmées et à des départs douloureux. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Épuisée mentalement et émotionnellement, Jane s'efforçait de trouver du réconfort dans sa situation. Les nuits étaient les plus difficiles, passées dans un appartement silencieux qui résonnait de l'écho de ses propres regrets. Elle revit souvent les erreurs qu'elle a commises, tous les mauvais choix qui l'ont conduite à la situation actuelle. La solitude était une constante, un compagnon froid qui n'offrait aucune consolation, seulement le rappel continuel de tout ce qu'elle avait perdu. Dans un effort pour changer sa trajectoire, Jane a essayé de nouveaux passe-temps et a même assisté à des groupes de soutien, cherchant une forme de guérison et peut-être un nouveau départ. Mais le chemin de la rédemption est semé d'embûches, chaque pas en avant s'accompagnant souvent de 2 pas en arrière. Jane savait que le voyage pour se reconstruire serait long et peut-être solitaire, mais c'était un chemin qu'elle était déterminée à emprunter, animée par l'espoir de se réconcilier un jour avec ses filles et avec elle-même. Alors que les saisons changeaient et que le tourbillon d'émotions provoqué par la trahison et le divorce commençait à s'apaiser, je me suis souvent retrouvé perdu dans de profondes réflexions sur tout ce qui s'était passé. Le confort de ma maison, que j'avais autrefois partagé avec Jane et nos filles, servait désormais de sanctuaire à mon introspection solitaire. Dans la plupart de ces moments de calme, je me suis retrouvé à regarder par la fenêtre, à regarder le monde avancer tout en fouillant dans les fragments de mon passé. Les souvenirs de l'amour que nous éprouvions l'un pour l'autre, les rires des filles qui couraient dans le jardin, tous ces moments heureux étaient désormais empreints de mélancolie. Je me suis souvent interrogé sur ma part de responsabilité dans l'échec de notre mariage. Aurais-je pu être plus attentive, plus présente? Ces questions me conduisaient souvent à un état d'auto-évaluation critique où je réfléchissais à mes propres échecs et insécurités. J'ai appris, après mûre réflexion, que la trahison, bien que dévastatrice, n'était pas simplement une question de culpabilité. Il s'agissait d'un enchevêtrement complexe d'émotions, d'erreurs de communication et de besoins non satisfaits. Ce processus d'introspection m'a également appris à reconnaître l'importance de la vulnérabilité et d'une communication honnête dans les relations. J'ai réalisé qu'une partie de ce qui m'empêchait de me connecter pleinement avec Jane était ma propre peur d'exprimer mes préoccupations et mes désirs les plus profonds. J'ai appris que dans toute relation, il est essentiel non seulement d'aimer, mais aussi de partager ouvertement ses pensées et ses émotions, afin de construire un pont de compréhension et de respect mutuel. Au fil du temps, j'ai également commencé à mieux comprendre la douleur de Jane. D'abord dominé par la colère et le désir de vengeance, j'ai progressivement commencé à considérer sa trahison moins comme une offense personnelle que comme le signe de ses propres luttes et de son insatisfaction.
Ce changement de perspective a été douloureux mais nécessaire à mon propre processus de guérison. Il m'a permis de passer d'une position de victime à une position de compréhension et finalement, de pardon. Les séances de thérapie ont joué un rôle fondamental dans ce parcours. Avec l'aide d'un professionnel, j'ai pu démêler la complexité de mes sentiments et apprendre des stratégies pour les gérer de manière saine. La thérapie m'a offert un espace sûr pour démanteler l'armure que j'avais construite autour de mon cœur et commencer à reconstruire ma capacité à faire confiance et à aimer à nouveau. Bien que le chemin vers la guérison émotionnelle ait été long et parfois solitaire, chaque étape franchie vers la compréhension et le pardon m'a rapproché d'une paix intérieure. J'ai appris que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous avons la possibilité de choisir la manière dont nous y répondons et d'en tirer profit. Ce fut ma révision d'attitude, des retrouvailles avec moi-même dans un monde qui avait été irrévocablement modifié. Au fil du temps, notre famille a commencé à prendre de nouvelles formes, tissant des schémas complexes de relations et d'interactions. Avec Maria souvent à mes côtés, la dynamique de notre foyer, qui avait été si familièrement définie, était en évolution douce mais constante. Maria a apporté une nouvelle énergie dans nos vies. Sa présence était comme une brise fraîche dans une pièce longtemps fermée. Elle n'essayait pas de remplacer Jane ou de jouer le rôle de mère pour les filles, mais elle s'est naturellement insérée dans un espace dont nous ignorions jusqu'alors l'existence. Avec son approche douce et patiente, elle est devenue une figure de soutien et d'encouragement, tant pour moi que pour Nancy et Stacy. Les filles, d'abord méfiantes à l'égard de ce nouvel environnement, ont progressivement commencé à accepter Maria comme une présence positive et enrichissante dans leur vie. Nancy, toujours la plus observatrice, a remarqué que Maria me faisait rire aux éclats et qu'elle apportait de nouvelles activités et de nouveaux centres d'intérêt dans notre vie quotidienne. Stacy, quant à elle, a trouvé du réconfort dans les câlins de Maria et dans les histoires qu'elle racontait, des histoires de pays lointains et d'aventures qui ont fait naître une nouvelle étincelle dans ses jeunes yeux. D'autre part, sa relation avec Jane subissait son propre processus de transformation. Malgré la douleur et les complications du divorce, nous commencions à trouver un terrain d'entente, surtout lorsqu'il s'agissait du bien-être des filles. Les interactions, bien que toujours marquées par un passé compliqué, sont devenues plus civilisées et se sont concentrées sur les besoins de Nancy et de Stacy. Jane se rendit compte que Maria avait un effet positif sur moi et sur les filles, par amour pour elles, commença à accepter sa présence dans nos vies. Pendant les transitions du week-end ou lors des représentations à l'école, Jane et Maria échangeaient de temps en temps des mots, d'abord formels et tendus, mais avec le temps, un respect mutuel a commencé à émerger. Jane commençait également à reconstruire sa vie, à trouver de nouvelles habitudes et à explorer les voies de sa propre guérison émotionnelle. Ce changement lui a permis de voir Maria non pas comme une menace, mais comme une alliée dans la tâche complexe d'élever ses filles. La famille, désormais reconfigurée, apprenait lentement à naviguer dans ce nouveau scénario. Les fêtes d'anniversaire et les vacances, qui avaient été des moments de tension et de tristesse pour ce que nous avions perdu, ont commencé à se transformer en occasion de nouvelles traditions et de souvenirs heureux. Maria a introduit des festivités et des rituels de sa propre enfance que nous avons accueillis avec enthousiasme. Dans ce nouveau chapitre, chacun de nous, imparfaitement mais sincèrement, s'est efforcé de tisser une tapisserie familiale qui respecte le passé mais célèbre aussi le potentiel du présent et de l'avenir. À chaque petit pas, à chaque nouvelle tradition, nous avons renforcé les liens qui nous unissaient, découvrant que, malgré les changements inévitables, l'amour et l'attention pouvaient s'épanouir sous de nouvelles formes. La tempête de la trahison et du divorce qui s'en est suivie, bien que dévastatrice, n'a pas seulement laissé des décombres dans son sillage, elle a également semé les graines de leçons importantes pour nous tous. Le voyage a été ardu, mais la réflexion et la nécessité de s'adapter ont apporté une sagesse durement acquise. J'ai appris la fragilité et la force de l'amour. J'ai découvert que l'amour, dans son essence, doit être nourri par l'honnêteté et une communication ouverte. J'ai appris que le fait d'ignorer les petits problèmes et les sentiments non exprimés peut, avec le temps, éroder les fondations les plus solides d'une relation. Cette prise de conscience m'a poussé à privilégier le dialogue et la transparence dans ma nouvelle relation avec Maria, en essayant de ne pas répéter les erreurs du passé. Jane, pour sa part,
a été confrontée à la douloureuse réalité que ses actions avaient des conséquences profondes non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient. Elle a appris l'importance de l'authenticité et de la responsabilité personnelle. Avec le temps, elle a commencé à mieux comprendre ses propres besoins et motivations, cherchant des moyens plus sains de gérer ses insatisfactions et ses insécurités sans nuire aux autres. Nancy et Stacy, bien que jeunes, ont également tiré des leçons essentielles de cette expérience familiale transformatrice. Elles ont appris la complexité des relations humaines et la résilience nécessaire pour faire face à des changements inattendus. En observant les adultes autour d'elles s'efforcer de rétablir la confiance et la stabilité, elles ont compris l'importance du pardon et de l'empathie, des qualités qui ont commencé à façonner leur propre approche des relations interpersonnelles. Maria, plongée dans une situation complexe et souvent difficile, a appris la patience et la force que l'on retire du soutien apporté à une personne en situation de crise. Elle a vu de près à quel point les blessures émotionnelles peuvent affecter les gens et comment le temps, la compréhension et l'affection peuvent faciliter la guérison. Ensemble, nous avons tous appris que si la douleur fait inévitablement partie de la vie, elle offre aussi l'occasion de grandir et de se renouveler. Nous avons appris que la résilience ne consiste pas seulement à endurer, mais aussi à s'ouvrir à de nouvelles possibilités et leçons, même dans les moments les plus difficiles. Chaque leçon a été un élément qui nous a aidés à reconstruire nos vies d'une manière qui semblait initialement impossible. Grâce à la souffrance, nous avons découvert une nouvelle compréhension de nous-mêmes et de la manière dont nous voulons vivre et aimer. Si les cicatrices de cette expérience sont encore palpables, elles sont désormais l'emblème de notre capacité à apprendre, à nous adapter et surtout à continuer.